Premier pas de Georges Paul-Langevin pour son 4e déplacement en Guyane, en voyage express de 2 jours. Ce matin, visite du quartier de Cognola-Mirande dans la lutte contre l'habitat insalubre. La coopération régionale a aussi été au programme dans l'après-midi, reportage à suivre. Une marche pour protester contre la loi El Khomri. Elle s'est tenue à Cayenne ce matin. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de la mobilisation nationale. D'autres manifestations ont eu lieu également dans les communes de l'intérieur. Enfin, du cinéma avec L'homme qui réparait les femmes, film qui retrace la vie du docteur David Mukwege, chirurgien féministe ayant reçu le prix Sakharov en 2014. Il est sorti le mois dernier, il sera diffusé chez nous demain soir et samedi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tranche info. Le voyage de Georges Paul-Langevin a donc démarré avec une visite du quartier de Cognola-Mirande à Matoury ce matin. Identification d'une zone d'habitat insalubre, sensibilisation contre la prolifération des moustiques, un geste symbolique de la ministre des Outre-mer en visite avec la population. Maxime de la Houplière. Le 10 février dernier, Gabriel Serville avait tiré la sonnette d'alarme à l'Assemblée. C'est donc naturellement que la lutte contre l'habitat insalubre était au programme aujourd'hui pour la ministre, avec une visite d'un logement concerné à Matoury. Il y a d'une part le fait de mettre des réseaux, de mettre des conditions sanitaires, de les remettre à niveau, puisqu'il n'est pas question, là, parce que j'ai compris, de faire partir les gens. Donc il faut remettre à niveau les équipements essentiels. Et si les gens peuvent améliorer leur habitat par de l'autoconstruction, c'est une démarche qui est une démarche intéressante. Mais ça ne dispense pas de faire en sorte que, d'une part, on règle les questions de possession du terrain, puisque pour l'instant, on a cette difficulté et il faut que les gens soient mis en mesure de pouvoir un peu participer au coût du terrain, qu'on mette les réseaux et ensuite, c'est vrai, aider les gens à construire, mais dans des conditions rationnelles. Ça peut être une manière d'utiliser le savoir-faire des populations elles-mêmes. Autre sujet abordé, les actions de lutte contre les maladies vectorielles en pleine épidémie de Zika, mais aussi la question des VHU, ces véhicules hors d'usage qui jonchent le bord des routes guyanaises. Il faut que la population comprenne que sur le plan sanitaire, c'est quelque chose à éviter absolument. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on les enlève, mais il faut aussi qu'on arrive à traiter. Et on voit comment les préoccupations écologiques ou sanitaires peuvent rejoindre des préoccupations d'emploi, parce qu'on a dans ce traitement des véhicules hors d'usage ou des vieilles épaves, on a vraiment un gisement d'emploi nouveau qui est considérable. Il faut que nous puissions former nos jeunes à la casse, à récupérer ce qui doit l'être dans ces carcasses. Il faut qu'on monte ce type de filière. La visite de la ministre s'achèvera demain avec un passage à Roura, puis au lycée Félix Eboué à Cayenne, avant de repartir vers Paris. Dans le reste de l'actualité, bien sûr, l'importante mobilisation contre la loi El Khomri, mouvement suivi dans plusieurs communes de notre département. À Cayenne, une centaine de manifestants, dont des lycéens et des étudiants, ont marché du boulevard Nelson Mandela jusqu'à la préfecture ce matin. Une mobilisation arrosée, mais plus importante que celle du 9 mars. Mia Pierre. Sous leur parapluie imperméable, fonctionnaires, chômeurs, syndicats enseignants, UTG, FO et jeunes, côte à côte sous la pluie battante pour dire non au projet de la loi travail. Le cortège parti du boulevard Mandela s'est arrêté devant la préfecture pour se faire entendre. À pousser nous à la région de là, pour tirer ça la loi, parce que ça la loi par rapport à une patate pour la Guyane, et il a mis nous derrière, puisque en ça la loi, il a prévu augmenter l'âge de la retraite. Et nous avons une population qui a moins de 25 ans à 60%. Donc, le contraire, pour y faire. Si nous disons qui nous jeunes à travail, nous bailler notre signal, et ça la loi par rapport à ce signal. Alors au-delà de ça, la loi dit tout ça, il gagne, qui pour nous, ça une casse du code du travail, il y a une problématique nous pays, qui n'est pas pris en considération. La mobilisation en hausse par rapport à la journée du 9 mars, avec en renfort une quinzaine d'étudiants. Des étudiants venus défendre leur avenir. Le projet de loi va accentuer les relations qui sont déjà difficiles entre l'employé et l'employeur, tout en dénigrant, je dirais, notre respect dans le travail. Nous sommes les travailleurs de demain. Donc si nous ne donnons pas de la voix, ce serait montrer quand même qu'on ne s'intéresse pas à notre avenir. Donc, à l'heure actuelle, c'est déjà compliqué parce qu'il y a déjà une difficulté à l'embauche. Donc je dirais que les employeurs sont de plus en plus demandeurs, mais demandeurs avec des qualités spécifiques, ce qui peut contraindre à certains emplois. Et de par cette loi aussi, ça va rendre le licenciement beaucoup plus simple et
ce qui n'est pas forcément à notre avantage. Si le mouvement n'a pas beaucoup mobilisé les jeunes, demain, ils envisagent de manifester devant le lycée Félix Eboué. Tout autre chose, l'association nationale Le Refuge, bientôt implantée en Guyane depuis 2003. Elle vient en aide aux jeunes rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, elle compte 14 antennes réparties dans l'Hexagone et à La Réunion. Un militant travaille à la création d'une antenne ici. Ce serait la première aux Antilles-Guyane et la première association de ce type dans le département. Il s'appelle Steven Cusane. Il explique son projet au micro de Mario de Kléber. La situation des LGBT de Guyane est assez catastrophique, puisqu'il y a très peu d'associations LGBT. Le regard qu'ont les personnes sur l'homosexualité est assez catastrophique. Il y a beaucoup de discrimination encore, c'est un sujet qui est très tabou. Premièrement, je suis en train de constituer une équipe d'une quinzaine de bénévoles, au minimum, qui comblera toutes les compétences pour le fonctionnement du refuge, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper un petit peu de la communication, de l'administration et surtout, impérativement, il me faut des travailleurs sociaux. Ensuite, une fois que l'équipe est constituée, là, il faut monter le projet papier, donc à savoir réussir à créer des partenariats avec des structures, avec des entreprises, trouver de quoi héberger les jeunes et pour pouvoir ouvrir une permanence d'accueil. Le but du refuge est d'accompagner et de réinsérer les jeunes, donc on va proposer tout un tas d'activités. Donc il faut qu'on ait les moyens de pouvoir prendre soin de ces jeunes en mal-être. Restez avec nous dans quelques instants du cinéma avec L'homme qui répare les femmes. Le film sera projeté en salle demain et samedi soir. Présentation de ce poignant long métrage à suivre. Et puis nous verrons la rencontre qui s'est tenue hier matin entre deux jeunes artistes guyanais et des collégiens de Cayenne, Poplan et Shaniman, à Gérardmer. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, les prix des carburants pour le mois d'avril sont tombés aujourd'hui. Tout augmente et ça n'est pas un poisson d'avril. Le samplon coûtera 3 centimes plus cher qu'en mars, soit 1,43 €. Le gazole passe d'1,16 € à 1,22 €. Enfin, il faudra compter là aussi 3 centimes de plus pour une bouteille de gaz, soit 19,68 €. En 2014, le docteur Denis Mukwege reçoit le prix Sakharov pour avoir mis sa vie au service des habitantes de la République démocratique du Congo, victimes de mutilations et de viols massifs dans l'est du pays. Un film retrace le parcours de ce chirurgien féministe, dit « Celui qui répare les femmes ». Il est sorti dans l'Hexagone le mois dernier et sera projeté chez nous demain et samedi soir à l'initiative de l'association Trait d'Union Congolais. Mia Pierre. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Un film à la fois émouvant et humaniste qui met sous les projecteurs une guerre oubliée où des femmes meurent dans le silence. Un silence qui, au fil des années, devient assourdissant. Une chaîne de solidarité s'est formée autour de ce film pour le faire connaître au grand public. On ne sort pas complètement indemne après avoir vu ce film, puisque c'est un film qui fait appel à ce qui est le plus profond d'entre nous, c'est l'humanité. Et on voit les crimes se banaliser, on voit les crimes perdurer, et on a forcément envie de dire stop, quand est-ce que ça s'arrête? Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Il est vrai que ce film est dans un cadre particulier, dans un terrain de conflit armé, mais nous avons voulu en parler aussi en perspective des différentes formes de violence qu'on peut trouver ici, sous nos terres, en Guyane. On peut trouver des violences qui ne sont pas du même degré, mais qui sont quand même des violences qu'il faut dénoncer. Le long métrage dresse le portrait du gynécologue congolais Denis Mukwege
qui a mis en danger sa vie en portant secours à des milliers de femmes violées dans l'est de la République du Congo. Pour nous les médecins, le serment d'Hippocrate qu'on fait quand on finit nos études, et le réalisateur a voulu mettre ça en perspective pour montrer le combat du médecin face à la barbarie. Alors il met en danger, puisque cette zone, je vous raconte un peu l'histoire, cette zone est une zone de guerre. Pourquoi? Parce que les matières premières, les richesses naturelles sont convoitées de toutes parts par les différentes puissance ou même, comment on pourrait dire, maître de guerre. Et aidant ces femmes, faisant un peu l'écho de leur souffrance, ils gênent leur commerce, ils gênent beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on a tenté déjà à 1 ou 2 reprises, je pense, à sa vie. Sorti le 17 février dernier sur le territoire national, avant cela, le film a fait plusieurs festivals et a remporté plusieurs prix, notamment le premier prix du Festival international des droits de l'homme. Demain et samedi, vous pourrez le visionner en Guyane. Et notez que le film sera justement projeté à l'Ancre demain soir et samedi à l'Eldorado. On parle toujours des femmes avec notre invitée Marie-Laure Will. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach et thérapeute. Vous tenez demain soir une conférence sur la question du burn-out au féminin. Pourquoi au féminin ? Alors parce que tout simplement j'ai observé au cours de ma vie, dans ma vie privée et aussi au cours de ma vie professionnelle, les personnes que j'accompagnais, qu'il y avait vraiment une spécificité par rapport à la femme concernant le burn-out. Et quelle est-elle justement cette spécificité ? Eh bien, c'est-à-dire que la femme, elle a la particularité en fait d'être multidimensionnelle, multitâche. Elle fait plusieurs choses à la fois et donc elle peut parfois aller jusqu'à l'épuisement. Et alors pourquoi la femme est plus sensible au burn-out par rapport donc à ses qualités multitâches? Qu'est-ce qui fait que ces multitâches poussent la femme peut-être à être plus touchée par le burn-out? Parce qu'il y a le fantasme de la nécessité de réussir. Elle se croit obligée de réussir autant que les hommes, voire plus, ou tout simplement elle-même. Finalement, elle se met trop la pression. Elle se met toute seule la pression. D'accord. Alors aujourd'hui, justement, le burn-out est devenu un phénomène très courant, on en parle souvent. Est-ce qu'il est toujours lié au travail? Pas toujours. Justement, c'est ce que j'expliquais, c'est que en fait le burn-out, il y a une définition du burn-out qui est connotée professionnelle, mais en fait le burn-out, il peut être tout à fait domestique. Une femme qui est à la maison peut être en burn-out. En fait, l'idée c'est qu'on est surmené et qu'on devient comment finalement? Quels sont les symptômes du burn-out? En fait, on est surmené parce qu'on en fait trop et que tout simplement on fait des choses qui ne nous conviennent pas et l'épuisement s'installe au fur et à mesure. Et moi, j'apporte en fait une approche tout à fait novatrice qui est une approche, je dirais, de la compréhension de l'origine du burn-out, pourquoi il s'installe en moi, d'où il vient et de quoi il me parle. Et quels sont les symptômes? Une personne qui est touchée par le burn-out, qu'est-ce qu'elle dégage finalement? Eh bien, tout simplement de la fatigue. Elle n'arrive plus du tout à faire quoi que ce soit. Il y a une fatigue profonde, elle n'arrive pas à passer à l'action, elle en a marre de tout, elle n'est plus motivée, elle ne se sent plus satisfaite, elle ne se sent plus entendue non plus. Donc petit à petit, elle va se déconnecter de la société qui l'entoure. Et donc après avoir diagnostiqué cette pathologie, si elle en est une vraiment, comment en guérir en fait? C'est la question finalement. On parle du burn-out, mais est-ce qu'on peut en guérir et comment on en guérit? On en guérit, alors ça dépend en fait du stade, parce qu'il y a le pré-burn-out, le burn-out et puis après le stade avancé du burn-out. Donc il y a plusieurs étapes finalement. Il y a plusieurs étapes. En fait, l'idéal c'est quand même de décoder le burn-out assez vite pour pouvoir en faire quelque chose. Et on en guérit comment? C'est tout simplement en se faisant accompagner. Alors moi, entre autres, je le fais, c'est-à-dire pour vraiment reposer les choses à plat dans la vie et remettre, j'ai envie de dire, les pieds dans ses chaussures, marcher dans ses pieds. Vous aidez en tout cas des femmes, on suppose, à remettre les pieds dans les chaussures. Vous exercez principalement en Belgique. Votre approche est-elle la même avec une femme, par exemple, à Bruxelles? Et là, je ne parle pas évidemment des événements dont on a entendu parler, mais dans une grande métropole, est-ce que l'approche est la même avec quelqu'un dans ce contexte par rapport à quelqu'un qui serait en Guyane finalement? Alors, j'exerce partout dans le monde en fait, donc mon cabinet principal est à Bruxelles, mais j'exerce aussi à Paris, à Genève et aussi par Skype. J'ai énormément de clients par Skype aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et je dirais que je m'adresse à la souffrance universelle, c'est-à-dire la femme dans ce qu'elle est, tout simplement. Et une dernière question très rapidement, Madame Will, au sujet, vous vous en doutez justement des attentats, on vous a entendu, vous étiez dans l'aéroport quelques heures avant les explosions. Comment allez-vous?
aujourd'hui? Je vais Comment est-ce bien ça parce va? que je suis en Guyane. Ah bah voilà, c'est souvent comme ça. En tout cas, on vous remercie, Marie-Laure Houy, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On poursuit en Martinique où depuis le 28 décembre dernier, une poignée de demandeurs d'emploi suivent une formation en automobile, un accompagnement porté par Pôle emploi, une entreprise privée. Pour la deuxième fois, au total, les stagiaires devront travailler 400 heures dans cette société. Guy Raphaël René a partagé quelques-unes avec eux. Regardez. Vous avez besoin de l'immatriculation de véhicule? CA 672 JL. Derrière son bureau, Jordan fait office de réceptionnaire. Il s'occupe de la clientèle qui sollicite les services du concessionnaire. Mais avant toute intervention dans l'atelier de mécanique, quelques précautions sont nécessaires. On protège le véhicule afin que les mécaniciens puissent déplacer le véhicule sans salir les véhicules des clients. La préparation du véhicule, la préparation des dossiers fait partie du métier de réceptionnaire. Là, nous allons faire le tour du véhicule, voir s'il n'y a pas de petites rayures, des raflures. Pas de souci. Mais patientez un instant en salle d'attente et je regarde si on l'a fait entrer. D'accord, pas de souci. Oui, c'est ça. Donc le 1er avril, rendez-vous 10h30. Ça vous va? Oui, madame. Comme son collègue, Dimitri a également suivi les 400 heures de formation. Aujourd'hui, l'essentiel semble acquis pour ces stagiaires demandeurs d'emploi. La période de chômage, c'est pas quelque chose forcément de facile. On cherche beaucoup malgré les diplômes ou encore toutes les expériences professionnelles que j'ai eues en tout cas auparavant. J'ai vu dans cette aventure en fait déjà une réelle opportunité d'être formé donc dans un secteur qui est en plein essor et qui me plaît bien. Donc le domaine du secteur de l'automobile. Et puis aussi, on ne perd pas aussi l'attrait commercial, enfin l'attrait avec la relation clientèle pour laquelle j'ai été formé auparavant. Avec leurs tuteurs, cette année, ils ont été une dizaine à suivre ce parcours, dont l'objectif principal est de leur permettre de renouer avec le monde du travail, armés de compétences solides. On voulait prendre des jeunes, leur apprendre le métier du conseiller service. Donc ça consiste à prendre en charge un client qui vient soit pour un entretien, soit pour un problème technique avec son véhicule. Donc de le prendre en charge dès le début. Donc il arrive, on prend en charge le client et son véhicule et de façon à suivre les travaux en atelier et de pouvoir rappeler le client quand le véhicule est prêt pour récupérer son véhicule. Le bilan est en partie satisfaisant puisqu'il y a une première phase qui est atteinte, mais la deuxième phase et l'objectif principal n'est toujours pas atteint. Donc l'idée c'est que vraiment on puisse placer ces jeunes-là dans les entreprises. Une session de job dating est prévue le 15 avril prochain où ils pourront se faire valoir auprès des potentiels employeurs pour peut-être décrocher un contrat. Après la Martinique, la Guadeloupe avec un peu de musique. Le jeune orchestre Guadeloupe Symphonie donnera un concert spécial au Memorial Act samedi. Un projet original réunissant musiciens débutants et aguerris dans un nouveau genre musical. Il s'inspire des instruments traditionnels de l'archipel autant que de sonorités plus contemporaines. Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont rencontré ces mélomanes. Guadeloupe Symphonie, composée d'élèves, de professeurs d'école et de musiciens confirmés, est en pleine création d'une musique nouvelle. L'objectif étant d'interpréter des œuvres inédites inspirées du Gros-Cas. En résidence au MACT, ils jouent toute la journée. Et là, ils sont motivés parce que c'est une musique nouvelle. C'est une musique nouvelle, ça les motive beaucoup. D'autant plus que pour la plupart, ils viennent du milieu classique. Et quand ils travaillent le Gros-Cas, après dans le classique, ils sont plus performants. Symphonie tout simplement parce que toutes les familles d'instruments sont représentées. Le chef d'orchestre s'est inspiré du Gros-Cas, de ses gammes pentatoniques, en ajoutant donc le Ka, le tambour à masse, le siyak, le chacha et le style pan. Le premier morceau, c'est une biguine. C'est la sérénade, c'est un morceau qui est connu. C'est juste pour montrer que dans la tradition, il n'y a pas que du Gros-Cas. Il y a aussi la biguine. Et tout le reste, c'est de la musique inspirée du Gros-Cas. Donc la plupart des morceaux, ce sont des morceaux inédits. Mais dans le répertoire, pour bien montrer la liaison, on a quand même pris des morceaux traditionnels comme Tijan Point Gâteau, comme Éloisine. C'est des morceaux qui sont connus dans la tradition du Gros-Cas, mais adaptés à l'orchestre. Guadeloupe Symphonie a invité des pointures, des violonistes, flûtistes, violoncellistes haïtiens et un trompettiste dominicain pour renforcer l'orchestre et à plus long terme
échanger avec d'autres associations caribéennes qui adhèrent au même projet. Donc le but, c'est de faire venir des artistes d'un certain niveau qui permettrait à l'orchestre de monter. Et les élèves, à force de se confronter à des gens très forts, ils auront envie d'aller plus loin. Déjà, entre avant-hier et hier, on a vu la différence sonore de l'orchestre. Après 24 heures de travail, on a vu la différence. Donc je pense que d'ici samedi, il y aura encore une grande différence entre ce que nous faisions avant l'arrivée des invités et pendant. Et le but, c'est vraiment de chercher un lien dans la Caraïbe. L'association Guadeloupe Symphonie veut, à travers ses projets et toutes ses actions, préserver le patrimoine musical guadeloupéen. De retour chez nous avec Poplan et Shaniman au collège Gérard Holder, c'était hier matin. Les deux artistes étaient invités à un atelier rencontre et création avec les élèves d'une classe de 3e. Ils ont pu partager leur expérience, découvrir les talents des collégiens et aussi les encourager. Une bonne surprise d'ailleurs pour ces derniers. Mario de Kléber. Deux invités surprises font irruption dans le cours de musique de la classe 306 du collège Gérard Holder, les artistes Poplan et Shaniman, venus participer à un atelier d'écriture. L'exercice, c'est de le faire dans le temps imparti de 2 heures. Voilà. Mais ils ont quand même l'aide de deux artistes aujourd'hui, donc on se dit que normalement, voilà, ils sont censés avoir un coup de main et à la fin des 2 heures, on espère avoir des productions qui pourront être interprétées. Les élèves, bien qu'intimidés par la présence de leurs idoles, ne se démontent pas. Ils passent à tour de rôle interpréter leurs textes sous le regard approbateur des artistes. J'étais tellement content. Je me suis dit non, ça ne va pas être lui. C'est la première fois que je le prends en plus. Donc après, j'étais très content. J'ai même envie de pleurer. J'étais stressé, tellement stressé. Je ne pouvais même pas dire un mot. Après, par la suite, je me suis dit bon, il faut que je me reprenne. Et puis j'ai commencé à chanter. Et puis après, c'est venu tout seul. Je me suis lâché et puis j'ai fait le freestyle. Ce projet a été mis en place dans le cadre du passage de l'établissement dans le réseau d'éducation prioritaire qui donne plus de moyens aux équipes pédagogiques pour proposer des actions innovantes à visée éducative. Je veux déjà montrer aux enfants que, on peut, donc, par rapport à la musique, évoluer, par rapport à des projets personnels évoluer, que c'est le travail qui paye. Les artistes sont ravis de rencontrer leur public et décèlent même des talents. En fait, il a chanté un truc qui peut venir à un banc, qu'on peut faire quelque chose de bien avec. Il a chanté pour sa maman, un truc, un RIP quoi. Moi, je l'aurais aidé pour bien l'écrire quoi. Voir des belles paroles. Il profite de l'occasion pour leur prodiguer quelques conseils. Continuer l'école et d'éviter les rues. Ouais, d'éviter les rues. Parce que les rues est égale à la prison. Ouais. La prison, Poplan a laissé loin derrière pour reprendre sa carrière musicale en main. Ainsi s'achève votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.